Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais dire quelques mots de l'arrêt rendu par la Cour de justice de la République le 29 novembre dernier à propos de M. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous savez qu'il a été relaxé de l'infraction de prise illégale d'intérêt. Mais au-delà de son cas particulier que j'évoquerai à la fin de cet entretien, je voudrais revenir sur le régime juridique de la Cour de justice de la République. Depuis 30 ans qu'elle existe, elle a fait l'objet de beaucoup de critiques, mais en réalité de très peu de propositions concrètes de réforme, voire d'amélioration. À partir du moment où l'on considère que les ministres, pour les crimes et délits qui relèvent de l'exercice de leurs fonctions, ne peuvent pas être jugés par une juridiction de droit commun, mais doivent relever d'une juridiction spéciale, trois questions qui ont été, à mon avis, assez mal réglées par la révision constitutionnelle de 1993 mérite d'être évoquée. La première, c'est la composition de la Cour de justice de la République. La principale critique qui est avancée, c'est que sur les 15 membres, il y a 12 parlementaires, plus 3 magistrats professionnels, c'est-à-dire un déséquilibre très net au profit des élus, députés, sénateurs, 6 députés, 6 sénateurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer cela? C'est inscrit dans la Constitution, mais on peut la réviser, et diminuer le nombre des parlementaires et augmenter le nombre des juges professionnels. À la place de 12-3, on pourrait avoir 10-5, voire 8-7, sans changer le nombre total des membres de la Cour, c'est-à-dire 15. Je crois qu'il faut que la majorité reste entre les mains des parlementaires, mais il ne faut pas qu'on ait le sentiment que cette majorité soit écrasante. Cela donne le sentiment, l'impression, vraie ou fausse, que c'est un règlement entre amis, entre élus, qui est au centre des débats. Donc, première réforme, je crois, il faut modifier la composition de la Cour. Deuxième réforme, il y a en réalité, dans les mécanismes de la Cour de justice de la République, un saucissonnage des dossiers. On l'a vu dans l'affaire du sang contaminé, on l'a vu dans l'affaire des suites de l'arbitrage Tapie, lorsqu'il y a dans un même dossier à la fois en cause un membre du gouvernement ou plusieurs membres, c'était le cas dans l'affaire du sang contaminé, et des personnes mises en cause mais non membres du gouvernement, il y a deux dossiers. Un dossier devant la Cour de justice de la République, un dossier devant les juridictions ordinaires. Je crois que ce système n'est pas bon, il faudrait revenir à un autre système, le système qui veut que lorsque l'on juge un dossier, on maintient l'unité du dossier, et que la Cour de justice de la République devienne compétente, ce qu'elle est déjà non seulement pour les membres du gouvernement, mais également pour les autres personnes impliquées dans le dossier, c'est-à-dire à la fois pour les membres du gouvernement et leurs éventuels complices. Cela permettrait à la barre d'avoir des discussions et des échanges, et même une instruction beaucoup plus vivante, et cela éviterait d'avoir d'éventuelles contradictions entre les décisions rendues par les juridictions ordinaires à l'égard des collaborateurs des ministres et les décisions rendues par la Cour de justice à propos des ministres. Ce n'est pas très compliqué, là il suffit de modifier la loi organique. Et puis, troisième conséquence qui découle un petit peu de la précédente, c'est qu'il faudrait dans ce cas autoriser la constitution de partie civile devant la Cour de justice de la République. Une des particularités, c'est que s'il y a des victimes des agissements que l'on qualifie de délit devant la Cour de justice de la République, ces victimes ne peuvent pas se constituer partie civile devant cette juridiction. Il faut ensuite aller devant un autre juge pour faire valoir les intérêts civils. On l'avait vu dans l'affaire du sang contaminé. Dès le départ, un avocat avait demandé à ce que les victimes du sang contaminé puissent se constituer partie civile. La réponse a été non, elle était d'ailleurs logiquement non. Mais là aussi, c'est un défaut, car un procès pénal, ce qui n'était pas véritablement le cas de M. Dupond-Moretti, doit comprendre tous les acteurs, à la fois les accusés, leurs complices éventuels et les victimes éventuelles, de façon à ce que l'enceinte judiciaire, en l'espèce la Cour de justice de la République, soit véritablement l'endroit où tout se passe, où toutes les questions soient posées et où tous les événements imprévus puissent éventuellement se dérouler. Chacun sait qu'un procès pénal
ce n'est pas organisé à l'avance, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des accusés ou des témoins qui provoquent telle ou telle réaction. Eh bien, devant la Cour de justice de la République, il faut redonner l'unité du procès pénal à l'affaire qui est jugée par cette juridiction. Alors, sous ces trois conditions, modifier la composition de la Cour, permettre que les ministres soient, j'allais dire, accompagnés devant la Cour par les complices éventuels et que les parties civiles puissent se faire valoir leurs droits, on aurait déjà un système plus équilibré. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique de le faire, et ce n'est pas encore tout à fait le cas. Alors revenons au problème de M. Dupond-Moretti. L'arrêt qui a été rendu le 29 novembre est très étrange, car dans une première étape, au paragraphe 134 de l'arrêt, on lit ceci. L'élément matériel des délits de prise illégale d'intérêt visés à la prévention apparaît établi à l'égard du prévenu. Donc on se dit, eh bien, M. Dupond-Moretti va être condamné, puisque la Cour reconnaît qu'il y a un délit de prise illégale d'intérêt. Mais non, pas du tout, car à propos de l'élément intentionnel de la faute, élément qui est un des classiques du droit pénal, le paragraphe 142 dit ceci. À défaut de caractérisation de l'élément intentionnel des délits de prise illégale d'intérêt, ces infractions ne sont pas constituées à l'encontre de M. Dupond-Moretti, qui dès lors doit être relaxé. Alors on a un peu l'impression que cet arrêt, c'est en même temps, c'est du Macron dans le texte. D'un côté, M. Dupond-Moretti est coupable, de l'autre, il est relaxé. Est-ce que cette solution est juridiquement valable, politiquement acceptable? On peut en discuter indéfiniment. En tout cas, le procureur général a refusé de transmettre le dossier à la Cour de cassation, de faire un pourvoi devant la Cour de cassation, pour faire juger éventuellement ce point d'ailleurs, qui serait celui de l'intentionnalité du délit. Alors, dans ce cas, l'affaire est terminée. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que M. Dupond-Moretti, qui a été blanchi du point de vue juridique, en tire des conséquences politiques? Car politiquement, il a été sanctionné. L'arrêt dit clairement qu'il y a eu une prise illégale d'intérêt. Et c'est pour des raisons de jurisprudence sur le caractère intentionnel de la faute qu'il n'y a pas de sanction et qu'il y a une relaxe. Donc M. Dupond-Moretti serait à mon sens bien intentionné si, dans quelque temps, saisissant la première occasion possible, il remettait sa démission de garde des Sceaux, ministre de la Justice, en disant 1. J'ai été blanchi, mon honneur est sauf. Mais 2. Le fait que les magistrats soient difficiles avec moi, le fait qu'il y ait de ces mauvaises relations entre les uns et les autres, justifie que je quitte le gouvernement pour en réalité faire valoir la bonne administration de la justice. Et je crois que de ce point de vue, M. Dupond-Moretti laisserait dans l'histoire non pas le nom d'un faux condamné, mais au contraire celui d'un ministre qui aime la justice. Merci, à bientôt.